13 500 km² en Flandre, 17 000 en Wallonie, et que donc fatalement c'est plutôt barbare, de violence obstétricale ou encore de violence gynécologique. D'où le cri de notre grande voix, Mélanie Guelkens, dans Le Vif, Docteur les femmes. Voici tout d'abord un extrait de ce fameux reportage français. C'est une étudiante en médecine qui se plaint de ce qu'on lui demande de faire. Je réunis des étudiants en médecine pour avoir leur témoignage de professionnels en formation. J'étais en chirurgie et il y a tous les extraits. Vous avez été victime de ce qu'on appelle ces violences obstétricales. Vous venez de Liège et grâce à vous, nous allons comprendre que ce sujet nous concerne absolument tous. Bienvenue Pierre Bernard, merci d'être là, chef du service d'obstétrique aux cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe. Vous aussi, bien sûr, avez beaucoup de choses à nous expliquer. Je vous livre pour le mettre dans le bon sens. On ne vous donne pas d'explication, vous recevez un spray dans la bouche, des sages-femmes vous sautent sur le ventre en hurlant, hein, dites-vous, puis on vous emmène vers la salle d'opération pour une césarienne, parce que ça ne se passe pas très bien. Et là, que se passe-t-il? On ne vous explique pas non plus beaucoup les choses. Et ça va d'ailleurs, dans un premier temps, en tout cas, mal se terminer par presque un rejet de votre enfant. Expliquez-nous. Oh, plus qu'un rejet, oui, tout à fait. En effet, dans les grandes ligues, c'est comme ça que ça s'est passé. En salle d'accouchement, j'ai pas compris ce qui se passait quand on a dit qu'on passait en salle d'opération. Effectivement, j'avais ces On ne vous explique pas. Que je n'arrête pas de dire à l'anesthésiste, j'ai mal, faites quelque chose, j'ai mal. Et il ne me croit pas et me dit que ce n'est pas possible à accoucher. C'était pas mon enfant, je n'aimais pas, je pouvais pas la regarder. Ça a duré 4 jours pendant lesquels on m'aurait proposé de la placer à l'adoption. J'aurais dit oui. Et vous dites ça avec un certain humour aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment... C'est horrible, je la déteste. Je voulais absolument l'allaiter. Ce qui était impossible, je la mettais au sein, j'avais les orteils qui se recroquevillaient, c'était terrible. Et j'avais toutes ces infirmières autour de moi qui me disaient que j'étais qu'une capricieuse. Ouais. C'est ça, vous pleurez, les sages-femmes disent capricieuse et les infirmières après, on ne vous croit pas, on ne vous entend pas, c'est ça qui est vraiment difficile. Tout à fait. Alors évidemment, on va quand même garder un message d'espoir avec votre fille, ça c'est effectivement, vous l'adorez et elle vous adore, c'est arrangé, mais c'est quelques jours au début, ça a été effectivement exactement l'inverse de ce que vous espériez. Mais uniquement à l'hôpital, je suis rentrée chez moi, j'ai remis ma fille au sein et je l'ai aimée instantanément après avoir passé la porte de ma maison. Ouais. Donc c'était vraiment voilà, j'étais pas considérée dans ma souffrance, on ne m'entendait pas, j'ai pas vu un psychologue, j'ai pas vu quelqu'un qui puisse m'expliquer que ça arrivait, que c'était normal. Voilà. Alors, ça se passe il y a 11 ans, je pense. Il y a 11 ans. Voilà. Est-ce que ça peut encore se passer comme ça, docteur? Et puis je parlerai à chacune. Les accouchements difficiles existent toujours. Mais ça, bien sûr, et ça, personne ne conteste. Il y a 2 problématiques dans ce que raconte très bien madame. La première problématique, c'est l'accompagnement des situations difficiles. Et puis l'autre problématique, c'est les actes obstétricaux. Alors effectivement, dans l'accompagnement, je pense que dans l'urgence, il est parfois évidemment difficile d'expliquer parce le personnel soignant n'a qu'une idée en tête, c'est sans doute que le bébé était peut-être en souffrance et donc de le faire naître pour le réanimer. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2 priorités là aussi, quand même parler à la maman quand on entend ce que vous entendez ici? Bien sûr. Mais donc on n'a que quelques secondes pour expliquer parce qu'il faut passer. C'est parfois une question de temps. Oui. Mais il faut effectivement. Alors, ce qui est tout à fait anormal, évidemment, est-ce que je pense et j'espère ne se passerait plus, c'est le suivi par après, parce qu'il est évident que c'est un traumatisme majeur et qu'il faut effectivement refaire tout pour renouer le lien avec son enfant, parce que la réaction de madame est quelque chose d'assez normal. Et c'est ce qu'effectivement on appelle violence obstétricale. J'en parlerai avec madame Blay dans un instant, mais je viens déjà à vous, Mélanie Guelkens, dans ce fameux dossier du Vif, sur le sujet, il y a quelques mois que ce dossier a été publié. Vous parlez d'une loi patient de 2002 qui oblige le médecin à informer son patient, à obtenir son consentement. Vous dites aussi que seuls 25% des professionnels de la santé la connaissent. C'est hallucinant. Donc autrement dit, les médecins ne se rendent pas compte ou le personnel soignant, les infirmières, etc., ne se rendent pas compte. Non, effectivement, et ce qu'on entend souvent de la part du personnel soignant, c'est
un manque de temps pour faire son travail dans les meilleures circonstances, etc. Et je pense que ce qui est très contrastant, c'est d'un côté les médecins, les infirmières, etc. Vivent un peu la routine, ils font ça tous les jours, il y a des accouchements tous les jours, etc. Et de l'autre côté, les mamans qui vivent un moment exceptionnel et qui voudraient qu'on les considère autrement. Et donc je pense qu'il y a déjà une incompréhension à la base. Et puis je pense qu'il y a aussi, voilà, peut-être des médecins qui n'ont pas compris que les femmes aujourd'hui demandent quelque chose de différent, que les femmes réclament d'être mieux considérées, mieux entendues, mieux respectées dans leurs choix, dans leurs décisions au moment de l'accouchement notamment. Et donc voilà, je pense qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là. Et vous racontez une histoire qui pourrait presque prêter à rire. Vous racontez qu'une femme a donné un coup de pied à son gynécologue qui lui disait « Arrête de crier comme une vache, ça serait passé à Namur ». Hallucinant. Voilà. Et si j'ai bien compris, je pense que le médecin a porté plainte contre cette dame qui lui avait donné un coup de pied. Donc, je pense effectivement, c'est pas le genre de choses que vous faites, j'imagine, docteur. Arrête je pense de qu'on crier est dans comme une vache. l'anecdote et des choses tout à fait qui sont inacceptables. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on n'a évidemment pas attendu la loi de 2002 ici. Certains ne la connaissent pas. Le tout, c'est de l'appliquer. Et donc, le grand principe, ce qui est très important, c'est tout cet aspect relationnel qui maintenant est formalisé dans maintenant, c'est plus dans un consentement éclairé qui est même signé. Donc, la signature est formelle, donc ce n'est pas le plus important. Mais on a vraiment une séquence où on a l'information, le droit des patients de poser leurs questions et le tout formalisé dans un consentement éclairé. Donc, je pense que le principe est acquis, le tout c'est de le mettre en application. Alors on va voir avec Mme Laïc qu'il y a d'autres aspects. Je le disais, vous êtes vraiment la lanceuse d'alerte en Belgique par rapport à ces violences gynécologiques. Pour vous, notamment l'épisiotomie, cette incision pendant l'accouchement pour mieux faire passer d'enfants, c'est, je vous cite, une excision. Les touchés vaginaux sans consentement sont un viol. Ça se fait beaucoup, vous le constatez, vous le pensez vraiment. Prenons l'épisiotomie. Je disais que dans certains hôpitaux wallons, on en pratique dans 60% des cas, 6 femmes sur 10. Or, d'après la littérature scientifique, ça devrait être exceptionnel. Voilà, exactement. Donc la littérature scientifique, pendant longtemps, pendant tout le XXe siècle, on a cru que l'épisiotomie allait éviter les déchirures, allait éviter les descentes d'organes. Ça s'est avéré faux. Donc la seule raison pour laquelle on peut faire une épisiotomie, c'est au moment de l'expulsion, si le bébé est en souffrance fœtale et qu'il faut vite le sortir. Donc ça représente un infime pourcentage de situations. Et on constate d'abord qu'il y a énormément d'épisiotomies. Donc en Wallonie, on a 35% d'épisiotomies en moyenne, Bruxelles 28%, et surtout une grande variation entre les hôpitaux. Dans un hôpital, on a 11%, dans un autre hôpital, on a 66%. Donc rien que ça montre qu'il y a un souci en termes de pratique. Pourquoi on le fait? Pour faciliter la tâche? Parce que... par habitude, parce que les gynécologues ont appris comme ça il y a 30 ans. Pourquoi vous dites que c'est une excision? Donc une excision, c'est effectivement, on enlève donc à partir du moment du plaisir chez la femme. Voilà, mais c'est le cas ici quand même pas. Alors, je ne sais pas, je vous pose la question. D'abord, il y a beaucoup de témoignages de femmes il s'agit de couper le périnée et le vagin d'une femme pour agrandir l'orifice. Et donc toute une série de femmes témoignent de séquelles suite à cette épisiotomie. Et puis surtout, à partir du moment où c'est pas justifié médicalement, ou c'est par habitude du praticien, ça tombe dans la définition des mutilations sexuelles de l'OMS, tout simplement. Et les touchés vaginaux sans consentement qui sont un viol, voilà, ça donc se fait? C'est quoi? Alors effectivement, les touchés vaginaux, chaque fois demander, on a entendu dans le film là où effectivement la personne était endormie. Les sondages montrent qu'il n'y a que seuls 20% des femmes à qui on a demandé l'autorisation avant de pratiquer un toucher vaginal. Donc quand le consentement, c'est pas juste signer un papier avant, voilà. C'est à chaque acte médical. Donc par exemple, la plateforme pour une naissance respectée a édité une brochure qui reprend les droits des patients. Que dit cette brochure? C'est qu'avant chaque acte médical, il faut expliquer à la femme ce qu'on veut lui faire, pourquoi, comment, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les alternatives. Donc c'est beaucoup d'explications, ce qu'il n'y a pas. Et alors l'argument de l'urgence est faux, parce que dans l'écrasante majorité des cas, quand madame est en contraction pendant plusieurs heures, ça ne demande pas énormément de temps d'expliquer d'abord est-ce que c'est nécessaire, et puis... Dans le cas de Marie, évidemment, et peut-être à un moment donné, il y a eu une urgence, mais enfin, bon, effectivement, manifestement, il y a quand même eu beaucoup de soucis. Bon, épisiotomie... mais je ne peux pas laisser dire autant de contre-vérité, évidemment. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que l'épisiotomie ne protège plus contre les descentes d'organes. Et donc, voilà. Maintenant... C'est vrai que vous contestez les chiffres dans certains hôpitaux jusqu'à plus de 60%?
C'est possible, mais en moyenne, en Bruxelles, c'est les chiffres que Madame a donnés, 28%, Wallonie un peu plus de 30%. Ce qu'on ne reste compte beaucoup, pas, quand même. évidemment. Oui, mais Vous ne pensez pas que c'est trop? Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des séquelles, on en connaît tous. Nous avons fait une étude prospective suite à ça en 2018, où nous ne faisons des épisiotomies que quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand tout simplement le périnée est trop petit, quand tout simplement on voit que ça va déchirer gravement. 35% d'écart. Et là, 35% d'écart. et là, il y a des études qui montrent très bien que l'épisiotomie protège contre les déchirures de haut grade. Et dans les chiffres, évidemment, il faut compter les déchirures qui se font naturellement. Parce que si on a 10%, que 10% d'épisiotomie, mais 20% de déchirures tout aussi profondes, on n'a rien gagné, c'est plus difficile à réparer et ça n'évolue pas mieux. Et je vous interromps une petite seconde et je vous prie de m'excuser. Sur les réseaux sociaux, certaines femmes nous disent effectivement, moi j'ai eu une épisiotomie, ça s'est très bien passé, je veux quand même le dire aussi, on n'est pas ici pour noircir le tableau. Et Mélanie, évidemment, pense également. Je veux dire, Bon, plus alors, de 98%. le toucher vaginal, et c'est vrai qu'on voit dans le film français dont je parle, on ne va pas le remontrer ici, mais effectivement, un médecin y allait franco, quoi, sans du tout demander à sa patiente, avec sa main dans l'intimité d'une dame. Mais ça paraît absolument invraisemblable. Moi, j'ai vu ça, je ne peux même pas vous le montrer tellement ça m'a choqué. Bon, ça s'est passé en 2011 ou 2012. Pour moi, c'est assez invraisemblable. On est dans les choses tout à fait anormales. Donc, en consultation, on examine une patiente. Comment voulez-vous ne pas la prévenir? Il faut qu'elle se débarrasse. Il faut qu'on lui dise, je vais examiner votre col pour voir si. Enfin, je veux dire, ça me paraît tellement basique. Alors que ça se passe, on a un peu du mal à imaginer que ça puisse se passer sans le consentement. Ça se passe sûrement, ça arrive, ça doit arriver, il y a des témoignages. Mais c'est de nouveau, c'est marginal et c'est de la malpraxis médicale. Votre réponse là-dessus, et puis Mélanie, vous entendez ce que alors la le loi docteur dit, enfin si on respecte la loi, c'est pas je vais vous examiner, c'est madame, est-ce que je peux vous examiner? Donc déjà, demander le consentement, ça va jusque-là. Alors les témoignages montrent qu'en fait, lors d'accouchement, il y a des femmes qui subissent des touchés vaginaux toutes les heures par des sages-femmes, sans même comprendre, on ne leur demande pas leur avis, c'est quelque part une routine. Et vous parlez de viol, c'est quand même fort cela dit, parce que c'est vrai que si c'est nécessaire... Est-ce que c'est nécessaire? En fait, non. C'est pourquoi on fait un toucher vaginal, pour voir l'ouverture, voilà, pour voir s'il y a une ouverture qui va faire en sorte qu'on pense que l'accouchement va avoir lieu. Alors derrière tout ça, il y a une norme qui est de dire qu'on veut que le col des femmes, le col utérus des femmes se dilate à une vitesse de 1 cm par heure. Pourquoi? Parce que donc c'est tout à fait arbitraire et donc on va vérifier quelque chose de tout à fait arbitraire. Mais en fait, ça n'aide pas à accoucher. Une femme peut accoucher et accouchera même d'autant mieux si on n'est pas en train de... Mélanie, vous dites aussi, et je vais faire réagir Mélanie là-dessus, que certains médecins considèrent les femmes comme de sombres idiotes. C'est aussi ce que vous avez ressenti dans votre dossier, que finalement, sous question d'ailleurs, est-ce que c'est plus des hommes médecins qui ont ce genre de réaction d'après le dossier, d'après les témoignages que vous avez eus, ou les femmes et les hommes, c'est la même chose? Les deux, en fait. Il faut quand même préciser que la médecine aujourd'hui, peut-être pas en gynécologie, mais ça reste souvent une discipline masculine. Et donc, ce que certains médecins m'expliquaient, c'est que parfois, les femmes sont obligées d'avoir un comportement presque masculin pour s'imposer dans ce milieu-là, etc. Les gynécologues femmes. Voilà, pas que qu'en gynécologie, mais dans le monde médical en général. Et donc, que parfois, les femmes pouvaient être plus brusques ou moins délicates que les hommes, etc. Donc, je ne pense pas qu'on peut se dire, voilà, un gynécologue femme va être mieux traitant ou mal. Même si peut-être que c'est plus pénible quand c'est un homme qui justement entre dans votre intimité, je ne sais pas. Ça, je pense que c'est à chacune de décider ce qui lui convient ou pas, et que voilà, les deux c'est un choix personnel. Donc en tout cas, il n'y a pas plus de plaintes d'un côté ou de l'autre. Non, et je pense qu'il y a autant de plaintes envers des gynécologues hommes que femmes, donc je pense que c'est pas une question de genre. C'est important de le dire aussi. Docteur, on a compris le message quand même. Vous sentez, après effectivement, vous êtes un médecin respecté d'un hôpital qu'il est tout autant, bien évidemment. Vous comprenez quand même qu'il faut aller vers plus de dialogue, encore plus de respect? C'est évident. Et quand on parle des jeunes médecins qui ont également été attaqués, c'est sûr que quand on prend les jeunes médecins gynécologues entre 25 et 40 ans, on a 80% de femmes, des femmes à l'âge de faire eux-mêmes des enfants et d'avoir des grossesses. Donc qui sont sensibles. Donc qui sont, je dirais, aussi sensible. Donc je pense qu'on est vraiment on est un peu 20 ans en retard quand on pense que... Merci. En tout cas, c'était important de le dire. Et on va vers le mieux, en tout cas, j'en accepte l'augure. Marie-Hélène Ska sera l'invitée de Pascal Vrébos après le RTL Info 13h, mais qui est vraiment la secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens, en 3 lettres CSC. C'est signé Nicolas Rimène, Sébastien Tonneau, ça s'appelle Les choix de Marie-Hélène.
Chère Marie-Hélène, il paraît qu'on définit les secrétaires généraux de la CSC en fonction des choix qu'ils font. Alors on vous propose un petit retour en arrière sur les grands dilemmes de votre vie. Allez, c'est parti. Marie-Hélène, vous n'avez peur de rien ou parfois il vous arrive d'avoir des petits moments de frayeur? Eh bien dans une manifestation en plein direct dans le journal, il peut vous arriver d'avoir une petite montée d'angoisse. Est vraiment trop forte aujourd'hui. Notre collègue Marc Goblet de la FGTB demande au gouvernement... Mais en grande professionnelle, vous ne vous arrêtez pas de répondre. Impressionnant. Clair, c'est que le politique doit faire son travail. Marie-Hélène, vous utilisez un langage moderne ou vous êtes plutôt pour l'utilisation d'expressions d'un autre temps? Petit florilège. Moi je dis que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et de nouveau, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Et je veux quand même tordre le cou à un canard. L'argent ne tombe pas des arbres, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Marie-Hélène, vous ne faites pas de vagues dans vos déclarations ou alors vous êtes capable de révélations fracassantes? En termes de révélations fracassantes, on peut dire que vous y allez fort. Après le 15 viendra le 16 décembre. Après le 15 vient le 16 décembre. Ou encore 1 euro égale 1 euro. 1 euro est 1 euro. Marie-Hélène, vous êtes distraite ou vous n'oubliez aucun détail? En général, vous ne laissez rien au hasard, mais parfois votre téléphone vous joue des tours. Oui, pour la discrétion, on repassera. Marie-Hélène, vous êtes une personne joyeuse ou vous avez parfois des idées noires? Ben disons que votre travail ne pousse pas à l'optimisme. Toute la population aujourd'hui est bien consciente que les inégalités elles se sont accrues et c'est inacceptable qu'en 2018, dans un pays riche comme la Belgique, 25% des familles en Wallonie et à Bruxelles vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que plein d'enfants vont à l'école aujourd'hui le ventre vide ou sans perspective. Même lorsque vous vous levez tôt le matin pour aller travailler, eh bien ça ne suffit pas. Excusez-moi, la vie elle est plus difficile. Vous espérez quoi? Moi je n'espère pas. Alors Marie-Hélène, vous préféreriez être en dépression mais rester à la CSC ou devenir une patronne épanouie? Alors, syndicaliste dépressive ou patronne épanouie? Le dilemme. Syndicaliste épanoui. Oui, mais là, vous étiez un peu dépressive, là, non? Ah non, pas du tout, mais Non. la situation aujourd'hui... Une vision noire, quand même. Enfin, c'est un montage, mais... Pas du tout, mais la situation aujourd'hui, elle est difficile et il faut partir de cette situation difficile et transformer les colères qui sont là et qui sont bien réelles et justifiées en projets d'avenir. Et ça, c'est notre boulot. Grève générale, un jour avant la Saint-Valentin, le 13 février. Alors, entre patrons et syndicats, ni amour, ni accord. Enfin, on verra. Merci infiniment de chaque côté de l'écran. Si vous avez manqué le début, cette émission est rediffusée à 23h20 sur Club RTL. À la semaine prochaine.